Hop. Bien. Alors, on a dit dans le jeu que nous commençons d'abord par des présentations et après on discute. Donc, je vais faire une présentation d'un dispositif clinique avec lequel je travaille depuis une bonne trentaine d'années. Ça vous donne une idée sur l'âge du bonhomme, si ce n'est pas plus, hein, plus d'une trentaine d'années. J'ai commencé le travail avec les familles d'origine migrante depuis à peu près les années 84-85. Et je l'ai commencé à cette époque-là avec Toby Nathan, où nous étions deux consultations en France, la mienne à Grenoble et celle de Toby Nathan à l'hôpital d'Avicenne. Et Toby Nathan, donc j'avais mon espace à moi sur Grenoble avec une consultation avec une glace sans teint. Et Toby Nathan venait assurer avec moi en co-thérapie des thérapies. Et ces thérapies étaient aussi des espaces dans lesquels nous formions des thérapeutes qui venaient pratiquement de l'ensemble de l'Europe mitoyenne, c'est-à-dire la Hollande. Nous avons formé des thérapeutes en Hollande et j'ai assuré pendant plusieurs années la supervision à Rotterdam, à La Haye, à Amsterdam, dans le Riach, donc en Hollande, et en Belgique, à Bruxelles, en Suisse, donc dans le canton de Vaud, mais aussi à Genève, et d'autres aussi qui sont actuellement en activité en France, sont venus dans ce dispositif pour suivre ces formations. Ils étaient à cette époque-là soit des doctorants, soit des stagiaires, etc. En fait, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je vous raconte aussi l'évolution à la fois du bonhomme que je suis, du thérapeute que je suis, mais aussi l'évolution du dispositif avec lequel j'ai travaillé, qui s'est affiné avec le temps. Les premières publications sur le dispositif étaient en 1986 à Perspective psychiatrique, où je décrivais donc le dispositif clinique de thérapie familiale ethno-psychanalytique à cette époque-là. Alors j'ai une double formation. J'ai la formation de thérapeute familial systémique et j'ai la formation de thérapie familiale psychanalytique et j'ai aussi la formation de thérapeute des schémas de Jeffrey Young, c'est-à-dire une approche de thérapie cognitivo-comportementale. Alors ça me permet un peu de faire des ponts entre ces différentes approches et de construire un modèle de travail qui me convient en fait. Vous savez que chaque thérapeute construit un modèle à sa portée avec lequel il est à l'aise. Et donc j'ai construit un modèle qui est le mien. Alors je vais vous le présenter. Et puis, dans la deuxième partie, les ateliers ou dans la discussion, je pourrais éventuellement l'étayer sur le plan théorique. Alors, ce dispositif, je l'ai appelé thérapie familiale transculturelle centrée sur les besoins. Il est, de manière sous-jacente, il est centré sur évidemment les émotions, il est centré sur les solutions, il est centré sur les problèmes, mais j'ai préféré mettre l'accent sur donc la question des besoins. On travaille relativement peu sur ces notions-là, et pourtant sont des notions particulièrement importantes en thérapie familiale de manière générale et en thérapie familiale des migrants de manière particulière, parce que la situation migratoire fait ressurgir des nouveaux besoins qui étaient complètement scellés, plombés par la culture. Et la situation interculturelle a fait sauter un couvercle et a fait émerger de nouveaux besoins qui étaient jusque-là de l'ordre de ce qu'on peut appeler le non-pensée culturel, qui empêche que des personnes puissent accéder même à leurs propres besoins. C'est interdit dans la culture d'accéder à certains besoins. Et la situation migratoire, par le jeu donc, de ce processus d'interculturation, a permis justement la levée d'un couvercle et la mise en question d'un certain nombre entre guillemets, de schémas de fonctionnement. Et une fois que ces schémas de fonctionnement ont été plus ou moins travaillés, voire même déconstruits, eh bien, beaucoup de besoins ont émergé. Et dans la famille, il y a une souffrance en matière de reconnaissance de besoins mutuels au sein de la famille. Et on aura l'occasion donc de développer cette notion-là tout à l'heure.
Donc, le dispositif clinique avec lequel je travaille s'intéresse à 3 axes très importants. D'abord, donc le premier axe, c'est l'axe culturel, mais en termes de représentation culturelle, en termes de modèle de conduite, en termes de schéma, en termes de vraies ou fausses croyances. Par exemple, on me dit, chez nous, on ne divorce pas. C'est une fausse croyance. Et donc, dans le cadre thérapeutique est amené à travailler sur cette fausse croyance. Chez vous, donc je vais la traiter à 2 niveaux. D'abord, je vais la traiter à un niveau culturel, voire même à un niveau religieux. Vous êtes persuadé que chez vous, il est interdit de divorcer. Le divorce, ça ne se fait pas dans votre culture. Quelles sont vos ressources? Donc, on va travailler sur les ressources. Et puis, au fur et à mesure, on va découvrir que finalement, le divorce est tout à fait autorisé non seulement dans la culture, mais aussi dans la religion. À un niveau familial, beaucoup de personnes nous disent « chez nous, on ne divorce pas ». Chemin faisant, on ne se rend même pas compte que le papa a divorcé 3 fois et qu'il s'est remarié peut-être 4 fois. Donc le divorce existe dans la famille. Donc il s'agit bel et bien de travailler sur un certain nombre de ce que j'appelle des croyances ou des pensées autobloquantes, c'est-à-dire qui empêchent le processus de changement. Et c'est tout un travail de déconstruction qui va se faire, et on le verra dans les étapes de ce travail thérapeutique, du dispositif thérapeutique à proprement parler. Donc le premier axe est l'axe culturel. Le deuxième axe, donc c'est la dimension anthropologique du travail clinique que j'engage. Et puis le deuxième axe, c'est l'axe immigration-exil, comme a été dit tout à l'heure par Gesine, c'est-à-dire la question de la séparation, la question de la perte, la question du trauma, qui constitue la dimension subjective ou intersubjective, dont, à la fois dans les liens au sein donc du système familial, mais aussi dans le lien entre le système familial et d'autres systèmes qui sont restés en l'occurrence dans le pays d'origine, c'est-à-dire la famille. On sait pertinemment que l'expérience de l'exil en tant qu'expérience de perte rappelle d'autres expériences de perte, amplifie beaucoup de douleurs et parfois même peut ramener vers une sorte de chronicisation de certaines souffrances psychiques, exposant l'individu à une certaine vulnérabilité psychologique. Le troisième axe, c'est l'axe processus d'acculturation, ou encore le travail de l'interculturation. Et ce travail de l'interculturation, c'est un travail qui va découler de la rencontre entre des cultures, la culture du migrant et la culture du pays d'accueil. Et dans cette rencontre entre 2 cultures, il y a de manière incontournable un travail sur la culture, c'est-à-dire un travail sur les représentations culturelles, un travail sur, entre guillemets, les définitions que chaque membre de la famille a de lui-même par rapport aux autres, et donc certainement une nouvelle définition, une redéfinition de la place de chacun dans la famille. On verra plus particulièrement la question de la femme, du statut de la femme dans la famille. Et on verra également comment le travail de l'interculturation va faire émerger progressivement dans la configuration familiale une autre reconfiguration des statuts et des rôles à l'intérieur de la famille, par une prise de conscience d'une place qui devient contestable et d'une nouvelle place que chacun veut conquérir ou veut reconquérir. La femme va chercher une nouvelle redéfinition d'elle-même qu'elle va imposer au cadre familial de manière générale et surtout qu'elle va imposer aux liens intersexes. Je ne suis plus la femme du bled que tu as ramenée il y a quelques années en arrière. Je suis quelqu'un d'autre et tu dois accepter cette nouvelle définition de moi-même alors qu'elle était mariée sans être définie même. Elle était mariée selon le modèle coutumier dans beaucoup de cas de figure, c'est-à-dire c'est un pactage ou c'est un package. Il n'y a pas de définition particulière. Tu es la femme, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc. etc. Et là, elle dit non, c'est une autre place. Et cette autre place, elle m'a été plus ou moins, entre guillemets, favorisée par ce travail d'interculturation. Je découvre d'autres modèles, je découvre d'autres statuts et j'ai le droit de conquérir ces statuts. On verra après
Alors, généralement, ce processus d'interculturation va être accompagné par, donc ce qui a été dit tout à l'heure, il va être accompagné par des sentiments de déloyauté, des sentiments de culpabilité, des résistances même au changement que le cadre thérapeutique est amené à traiter. Tout à l'heure, on voyait Fatoumata, hein, et si je fais ça, est-ce que j'ai le droit de le faire? Vous disiez tout à l'heure, je transgresse. Et pourtant, je suis militante, et pourtant, je ne le veux pas. Enfin, je ne veux pas porter cette chose-là dans mon propre corps. Et malgré cela, eh ben, il y a quelque chose qui a attaqué, qui a transgressé l'affiliation et l'appartenance, voire même l'affiliation. Si la maman l'avait fait, ou si des gens de la famille l'ont déjà fait, eh ben, on est attaqué par... donc, on est renvoyé, hein, de fait, hein, ce travail de transformation des cultures renvoie l'individu, dans beaucoup de cas de figure, à des sentiments de déloyauté, à des sentiments donc de culpabilité, voire même à des résistances au changement. Beaucoup d'hommes résistent au changement. Les femmes et les enfants sont pour le changement, mais beaucoup d'hommes résistent au changement parce que le changement leur fait perdre leur place, leur statut, et parce que le changement les déboîte de leur fonction de transmission. C'est-à-dire qu'il les met à porte-à-faux et donc il injecte de fait une certaine culpabilité. Hein. Qu'est-ce que je deviens par rapport à mon groupe? Est-ce que je remplis ma mission par rapport à mon groupe? Est-ce que je peux assurer la pérennité de mon groupe, hein, si je faille à mes fonctions de transmission? Donc, ces trois axes sont des axes extrêmement importants sur lesquels nous mettons l'accent. Et cet axe-là, le troisième axe, c'est ce qui constitue la dimension créative, à même d'aboutir à une néoculture, à des néomythes organisateurs du fonctionnement du système familial. Et à travers le temps que nous avons, ces années que nous avons passées avec les familles, nous avons deux dispositifs, un à Grenoble et un à Chambéry, qui fonctionnent de manière continue. Celui de Chambéry, c'est tous les jeudis, celui de Grenoble, c'est tous les vendredis, à part ceux que font mes amis, donc mes collègues, etc. Et donc, dans ces consultations, on voit comment progressivement la famille se reconfigure, les liens se reconfigurent, les relations, évidemment, se reconfigurent également. Hein. C'est parce qu'il y a la création, hein, de néomythes qui permettent une autre réorganisation au sein de la famille. Alors, la propriété quand même importante de ce dispositif, c'est qu'il est à géométrie variable. Ça veut dire quoi, à géométrie variable? Ça veut dire que je peux recevoir l'ensemble de la famille, puis à un moment donné, je sens que ça ne passe plus. Les parents ne veulent plus parler, parce que les enfants sont là. Les enfants se mettent à s'agiter, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendable pour eux. Eh bien, à ce moment-là, je peux proposer 1, 2, 3 séances uniquement pour les parents. De même, un conflit particulier qui s'avère désorganisateur du fonctionnement familial au niveau de la fratrie. Je sens qu'il y a des secrets. Je sens qu'il y a des impossibilités d'avancer dans le travail thérapeutique. Eh bien, je demande aux parents de s'extraire et je travaille 1, 2, 3 séances seulement avec la fratrie. Et après, je reviens donc à la famille. C'est la possibilité, en fait, de rendre le cadre suffisamment accessible pour que cette narrativité puisse avoir lieu et que ce travail de déconstruction puisse se mettre en place. Alors, donc la présentation donc des règles pour ce cadre. Les règles sont inspirées de thérapies familiales systémiques, des thérapies familiales psychodynamiques. Il s'agit de la règle donc de présence bigénérationnelle, la règle d'abstinence, de bienveillance et de respect de l'autre, de la parole et de la dignité de l'autre. Enfin, il y a un rappel du respect du cadre matériel également. Alors, le dispositif à proprement parler, il est composé d'un thérapeute principal et de co-thérapeutes. Tout à l'heure, tu as montré plusieurs co-thérapeutes dans la salle. Eh bien, nous pouvons être effectivement facilement, à certains moments, j'ai des cassettes, je n'ai pas l'occasion de, je ne sais pas vous les montrer,
à certains moments, on se retrouvait à 30 dans la salle. Et dans beaucoup de cas de figure, ça dérange plus les professionnels qui accompagnent les parents, la famille, que la famille elle-même. Généralement, je leur dis, vous avez tout ce monde-là pour vous. Tout ce monde-là se met à réfléchir pour être pour vous accompagner. Voyez? Et, mais de manière générale, nous fonctionnons avec un thérapeute principal, un cothérapeute et 2 à 3 stagiaires qui sont dans la salle. Le reste sont derrière la glace, la glace sont teint ou derrière dans une pièce reliée avec avec un outil vidéo. L'intérêt d'être plusieurs cothérapeutes, il offre des interlocuteurs multiples qui permet d'éviter certains blocages liés au sens, liés au genre, liés à la difficulté parfois même à la difficulté de dénoncer certaines choses. Par exemple, il arrive que une mère ne veut pas s'adresser à moi, une fille ne veut pas s'adresser à moi, mais elle peut s'adresser à ma collègue. Et puis aussi, le groupe, comme ça a été dit tout à l'heure, ça permet également un étayage permanent entre les cothérapeutes. Et ça, c'est pas nouveau, c'est dans toute, je pense que une invention extraordinaire qui a été faite par les systémiciens, c'est justement de fonctionner en cothérapie. Il a été boudé pendant un certain temps par les psychanalystes, mais ils sont finalement résolus à l'adopter. Voyez, parce qu'il y a un confort particulier qu'on peut avoir. Et puis, dans notre façon aussi de fonctionner, c'est que nous pouvons hypothétiser à haute voix. Et nous pouvons échanger entre nous à haute voix. La circularité, parfois, nous sommes aussi dans la circularité. Nous pouvons dire ce que nous pensons de la situation d'un enfant, d'un membre de la famille, etc. Et on le dit à haute voix. La famille prend ou ne prend pas, ça c'est notre paire de manches. Nos hypothèses peuvent être accessibles ou pas accessibles, recevables ou pas recevables. Mais généralement, quand elles ne sont pas recevables, on propose à la place d'autres hypothèses. Et donc, cette façon de parler à haute voix, elle rend dynamique et interactive la séance. Alors, la disposition spatiale du dispositif, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je fonctionne avec une table. Alors, dans la consultation de Chambéry, nous sommes pratiquement dans un conseil municipal. Nous avons une énorme table ovale. Nous sommes autour de la table, et des fois nous avons, je ne sais pas, 7, 8 personnes, 7, 8 membres de la famille qui viennent. Nous recevons beaucoup de familles nombreuses. Et donc cette table-là, c'est un support extraordinaire. D'abord, c'est un support physique pour nous. On s'accoude, on se tient la tête, et des fois, on ne voit pas aussi nos pieds quand des fois on est pris par l'émotion. On ne voit pas s'agiter avec les pieds en bas, etc. Mais pourquoi pas s'agiter devant les gens, ce n'est pas gênant. Mais ce qui est important, c'est que cette table-là permet à ce que les enfants participent pleinement à la séance. Tout ce qui est de l'ordre du jeu est sur cette table-là. Les enfants dessinent et montrent aux adultes. Ils ne sont pas dans un petit coin de la pièce où on va les chercher de temps en temps, où on va jeter un regard de temps en temps sur eux. Ils font partie du dispositif clinique. Et puis, surtout, il y a une fonction extraordinaire, c'est qu'on peut mettre le paquet de Kleenex sur la table. Et que ça permet aux gens beaucoup d'émotions, de s'essuyer les larmes ou de s'essuyer donc le nez avec le Kleenex. Et ça, c'est très pratique. Alors des fois, vous le voyez, le paquet de Kleenex qui circule, donc on le balance d'un côté et de l'autre. Donc, et en plus, il y a un côté convivial. Il y a du café, il peut y avoir du café, il peut y avoir du thé, il peut y avoir de l'eau, etc. Donc, le temps de la consultation est un temps qui est aussi un temps de convivialité partagé par l'ensemble des membres de la consultation. Alors, le groupe thérapeutique, donc je disais tout à l'heure qu'on est, qu'on est cothérapeute, thérapeute principal, cothérapeute et stagiaire, donc la famille, et puis un élément très important qui peut-être était évoqué tout à l'heure, c'est la présence du professionnel. Pour nous, dans notre dispositif de Chambéry essentiellement, donc nous avons pris comme mode de fonctionnement
d'inviter systématiquement le professionnel à être présent pendant la séance et pendant toutes les séances de thérapie qui vont être proposées à la famille. À un moment donné, le professionnel n'est plus l'accompagnateur, il devient partie prenante du dispositif clinique. Il va prendre le rythme. Ça va lui permettre de réorganiser un dépôt d'informations qu'il a. Et vous savez que des fois, les thérapeutes ont l'impression qu'ils ont pêché une information insolite. Eh bien, le professionnel, lui, il est déjà parfois, il est à 2 km devant et nous sommes à peine à quelques mètres en tout début de notre marche. Donc, ça lui permet de mettre de l'ordre dans sa façon de traiter les éléments de l'histoire de la famille. Et ça lui permet également de découvrir d'autres façons de penser la famille et de découvrir parfois même le fonctionnement de la famille. Donc, il est de bout en bout. Ça, c'est déjà sur le plan du travail thérapeutique à proprement parler. D'un point de vue purement pragmatique, la présence du professionnel est extrêmement importante et pertinente dans le sens où il arrive des fois que nous aboutissions à quelques indications d'ordre sanitaire, par exemple, ou quelques indications pour aider une mère à apprendre le français, ou quelques indications pour accompagner un enfant chez un ophtalmo, ou bien assurer un soutien scolaire. Eh bien, le professionnel va assurer tout le travail qui va se faire par la suite. Il va être le garant, le garant du cadre hors du cadre, et le garant également d'un travail commun, presque un travail en réseau, avec le monde extérieur, l'environnement de l'enfant de manière générale. Donc, c'est rare c'est très très rare qu'un professionnel décline l'invitation. Cette invitation, elle est évidemment, validée par les parents eux-mêmes, et la présence du professionnel, parfois, elle est demandée. Par exemple, quand il veut se retirer, il arrive assez souvent que les parents demandent à ce qu'il soit présent, parce que sa présence constitue pour eux une aide. La présence du professionnel également fait glisser le professionnel d'une position d'indicateur ou de distance sociale à une position d'accompagnateur, d'aidant. C'est une déformation du langage. Beaucoup de familles nous disent « l'indicateur m'a dit », la distance sociale m'a dit. Parce ils sont perçus comme des éléments qui viennent perturber le système familial, qui viennent introduire une sorte d'intrusion dans une homéostasie aussi déficitaire soit-elle, aussi dysfonctionnelle soit-elle, il n'en demeure pas moins qu'ils sont perçus comme des persécuteurs, alors que leur fonction première est d'accompagner, et d'être avec, et d'être pour, comme ça a été dit, ce matin. Donc ça permet également progressivement pour la famille de changer la représentation qu'elle a du professionnel, et pour le professionnel de changer également la représentation qu'il a de la famille. Alors maintenant, on va parler peut-être du dispositif, donc la séance à proprement parler, comment nous organisons nos séances. Alors nous avons fait en sorte que nos séances, chacune des séances, soit une finalité pour elle-même. C'est pour cela que nous avons parlé de thérapie brève. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a une difficulté énorme chez beaucoup de familles d'origine étrangère à se projeter dans le temps et à avoir une certaine, plus particulièrement une certaine projection dans du futur. Ils sont beaucoup accaparés par le présent, et quand il y a du futur, le futur, il est souvent ailleurs. Il y a une capture dans l'ailleurs. Il n'y a pas une capture dans l'ici et maintenant. L'ailleurs, il est travaillé par le retour, il est travaillé par tous les investissements, aussi bien investissements affectifs que matériels, que tout migrant tel qu'il soit et quel que soit son pays d'origine, met en œuvre. Et la première dépense, le premier poste de dépense de tous les immigrés en France, du moins à partir d'une étude, c'est la construction d'une maison. Et c'est une maison qui va prendre évidemment
tout le temps, hein, c'est-à-dire que tout le temps de l'immigration, jusqu'à ce qu'on se rende compte à un moment donné que de toute façon, on n'habitera jamais. C'est une fiction, c'est une. Ceci étant, cette capture dans l'ailleurs fait qu'ils ont des difficultés à investir l'ici, maintenant. Et donc, comment peut-on travailler dans une temporalité aussi restreinte, en traitant un certain nombre de problèmes qui font dysfonctionner de manière extrêmement forte la famille. Donc, nous avons structuré la séance comme étant une séance unique, avec la possibilité que nous puissions aller jusqu'à peu près 6, 8 séances au total. Mais chaque séance va commencer par, d'abord, une analyse de la demande à partir d'une présentation du professionnel. Il va présenter la situation, on va recadrer, d'abord on va reformuler et on va proposer la présentation du professionnel à la famille qui va l'adopter ou qui ne va pas l'adopter. Et si elle ne l'adopte pas, on va lui demander à elle quelles sont les difficultés sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Et nous contractualisons. Donc la séance va être organisée autour de ce contrat, sur quoi nous allons travailler. Et une fois que nous avons contractualisé, eh ben, nous ouvrons la possibilité vers la narration. Il y a un temps de narration. Et ce temps de narration, il n'est guidé que par ce qu'on appelle la saturation théorique. La saturation théorique, c'est lorsque le discours n'apporte plus rien de nouveau. C'est une accumulation de détails. On répète la même chose. C'est plus de la même chose. Et quand on arrive à cette saturation théorique, à ce moment-là, on arrête la narration et on se remet à une autre étape qui serait plutôt l'étape de donc un travail de reconstruction, déconstruction, reconstruction, mais cela suppose que pendant tout le temps de la narration, nous avons repéré toutes les pensées, autant que faire se peut, le maximum de pensées automatiques, de schémas dysfonctionnels, de croyances, de fausses croyances, et de mythes évidemment, de mythes dysfonctionnels, et dans l'étape suivante, nous allons les mettre au travail. Et donc, dans cette étape, dans l'étape suivante, oui, je suis bon là. Donc, dans l'étape suivante, nous allons justement interroger ces croyances. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en même temps, on va essayer de travailler sur les besoins. Par exemple, on reçoit une famille avec une demande expresse d'une jeune fille qui n'arrête pas de dire à son éducatrice référente que sa maman ne l'aime pas. Et elle le crie sur les toits. Les parents invités par la psychologue et l'éducatrice, donc de l'institution où est placée la jeune fille, disent aux parents, voilà ce que nous dit votre fille. Les parents claquent la porte et ils ne vont plus du tout voir l'éducateur et l'institution en disant, ils tournent la tête de nos enfants, ou ils retournent le cerveau de nos enfants. Donc on les invite à venir à la consultation, ils le ramènent à la consultation. Donc on fait l'analyse de la demande, la psychologue, l'éducatrice donc reformule la demande de la fille, nous reformulons et nous proposons donc la demande de la fille à la fille, et nous demandons à la fille de le dire à sa propre mère. Donc quand elle le dit à sa propre mère, la mère s'effondre en pleurs, elle se tait pendant toute la séance et elle ne dit pas un seul mot pendant toute la séance. Le père essaie de meubler donc la séance. Vous savez, ma femme, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aime, etc. On découvrira par la suite qu'elle n'a jamais aimé, c'était un mariage forcé. Et donc, on finit la séance. À la fin de la séance, je demande à la jeune fille, qu'est-ce que tu demanderais à ta maman et à ton papa, si tu veux, qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas pour que tu te sentes aimé par elle ou par lui. Donc, elle dit, papa, ça va, mais c'est maman. Alors, qu'est-ce que tu demanderais à ta maman qu'elle fasse ou qu'elle ne fasse pas pour que tu te sentes aimé par elle? Elle dit, j'aimerais bien qu'elle me prenne sur ses genoux, qu'elle me dise qu'elle m'aime, qu'elle me coiffe, qu'elle me raconte des histoires donc, quand je m'endors et qu'elle soit présente pour moi. Madame, voilà ce que demande votre fille, voilà les besoins de votre fille. C'est des besoins de tendresse, c'est des besoins de proximité physique, c'est des besoins... Est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins-là?
Elle se réveille de son mutisme et elle dit « Oui, bien sûr, c'est ma fille. Qui peut penser qu'une mère déteste sa fille ?» Ok, bah alors on se revoit dans un mois et on fait le point. Un mois après, donc, on se revoit. Je demande à la jeune fille, est-ce que ta maman t'a aimé comme tu as voulu qu'elle t'aime? Elle regarde sa mère en rigolant, dit, pas du tout. Elle n'a rien fait du tout. La mère était plus loquace. Elle dit, comment j'ai rien fait du tout? Je t'ai amené chez Carrefour. Je t'ai acheté tel vêtement. Je t'ai ramené à tel parc. Je t'ai gâté. Je t'ai fait ceci. Elle n'a que fait. Elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Donc, on a senti qu'à un moment donné, il était impossible pour la mère de déclarer ses émotions à son enfant. Alors, à ce moment-là, j'ai basculé sur les générations précédentes. Madame, comment c'était avec votre propre mère? Et elle nous dit, mais ma mère, elle nous aime tous. Nous sommes 8 dans la famille. Elle nous aime tous de la même façon. Comment de la même façon? Eh bien, elle nous aime. Mais comment vous savez que votre maman vous aime? Il suffit que je la regarde pour comprendre si elle m'aime ou si elle ne m'aime pas. Si elle est en colère ou si elle est contente de moi. Vous habitez en France depuis combien d'années? Depuis 30 ans. Vous rentrez tous les 11 mois, je rentre de l'été. Quand vous rentrez après 11 mois d'absence, vous avez envie de prendre votre maman dans vos bras. Elle vous manque? Oui, maman manque. Est-ce que vous avez envie de la prendre dans vos bras? Maintenant, je ne peux pas la prendre dans mes bras. C'est pas possible. Elle n'acceptera jamais. Elle sera gênée, c'est pudique. Mais est-ce que vous avez envie de le faire? Elle dit oui, j'ai envie de le faire. Parce qu'elle me fait la bise exactement comme mes autres frères et sœurs qui habitent là-bas autour d'elle. Et j'aurais souhaité qu'elle me garde un peu plus longtemps dans ses bras. Eh bien, je lui dis, c'est ce que vous demande votre fille. Elle a ces besoins-là. Vous la prenez, vous pouvez la prendre dans vos bras. C'est compliqué pour vous de la prendre dans vos bras. Ben, c'est seulement à ce moment-là qu'elle a rapproché ses filles d'elle et qu'elle a prise dans ses bras. Donc, on travaille sur ces schémas de fonctionnement, hein, ces modes de fonctionnement. Dans la théorie de l'attachement, on parle de modèles internes opérants. Ce sont des repères, ce sont des modèles hein, qu'on est en train de... Ce sont des schémas de fonctionnement hein, qu'on applique. Sauf que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en situation migratoire, des nouveaux besoins apparaissent. Les enfants d'ici ne sont pas les enfants de là-bas. Ils sont nés ici, ils voient comment les parents se comportent avec leurs enfants. Ils ont d'autres besoins, ils ont d'autres attentes. Comment peut-on faire accéder donc ces besoins-là aux parents? Comment on peut mettre en contact les parents avec les besoins de leurs enfants, mais aussi vice-versa? Comment on peut mettre en contact les parents, les enfants avec les besoins d'affiliation et d'appartenance de leurs parents et comment faire en sorte que les générations coexistent sans que ce soit nécessairement dans la rupture, dans la violence, etc., etc. Je suis contre l'idée qu'il faut tuer les parents pour grandir. Moi, je dis qu'il faut négocier avec les parents pour grandir. Car si on les tue, on finit comme Oedipe. On passera son temps donc à errer, aveugle, et on mourra d'une drôle de façon. Voyez? Donc, négocier avec les parents est quelque chose d'extrêmement important. Dernier point, je pense que la présidente va me pousser vers la sortie. Dernier point qui me semble important, je vous fais passer un peu les étapes. Hein, dernier point qui me semble quand même important dans cette configuration, c'est le fait que l'accès, le recours à la croyance arrive généralement suite à un état de vulnérabilité psychologique. On n'ira pas chercher la possession comme ça. On n'ira même pas aller chercher la religion comme ça. Toutes les études concordent sur le fait que les radicalisés sont tous, jusqu'à nouvel ordre, ont tous une faille sur le plan psychologique, ce qu'on appelle la vulnérabilité psychologique. On n'est pas forcément dans le champ de la psychopathologie, mais on est dans le champ du manque, du trou. Et donc le trou, il faut le remplir par quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui peut remplir le trou? Telle dame qui est là, dépressive depuis 15 ans, elle se met à porter le voile, elle se met à prier, et elle dit, ça commence, je me sens un tout petit peu bien quand je fais la prière. Le recours à la croyance arrive comme une prothèse pour un moi complètement effondré. Que ce soit la religion, que ce soit la superstition. Donc à partir du moment où on part du postulat que le recours à la croyance est lié à une certaine fragilité psychologique et à un besoin d'une enveloppe extérieure qui serait la croyance, mon hypothèse à moi consiste à dire je travaillerai sur la vulnérabilité psychologique. Mais je ne laisserai pas
on rade la culture. Comment ça se fait chez vous? Comment vous faites dans ces conditions-là? Moi, je sais que dans votre culture, que vous soyez comorienne, que vous soyez guadeloupéenne, que vous soyez nord-africaine, que vous soyez subsaharienne, je sais que de manière générale, on est attaqué parce qu'on est fragile dans la famille. Qu'est-ce qui a fait la vulnérabilité de la famille? Pourquoi la famille a été attaquée? Et donc, je vais passer d'un niveau culturel à un niveau idiosyncrasique, à un niveau singulier, la singularité de la famille. Et donc, je ne toucherai pas la culture, je n'irai pas m'aventurer dans des prescriptions donc culturelles, parce qu'il faut savoir le faire. Mes collègues savent le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Et donc, je pars. Hein, j'ai beaucoup de couples, par exemple, qui commencent à foirer. Et quand ça commence à foirer, on va dire, on a jeté un sort sur mon mari. C'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Ou bien elle gifle son mari, il arrive avec un cocard aux yeux, hein, dans un couple mixte, et quand ça devient particulièrement compliqué, elle dit, depuis la Côte d'Ivoire, on a fait un travail sur moi. Et je sais pourquoi on a fait un travail sur moi, parce que ma copine est venue me demander ma robe de soirée, elle n'était pas lavée, cette robe de soirée, je lui ai demandé de la laver, elle a refusé, je sais qu'elle a prise, et par magie sympathique, eh ben, elle a pratiqué de la magie sur moi depuis la Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps, je finis. Et donc, depuis ce temps-là, eh ben, elle manifeste un désordre. C'est un désordre qui lui permet de battre tranquillement son mari, parce qu'elle est en colère. On découvre après qu'elle a un vrai conflit de couple avec ce monsieur. Et puis la voilà, évidemment, qui va emprunter une croyance culturelle pour des fins psychologiques, pour des fins personnelles. Je vous remercie beaucoup. Donc on passe la parole à Abdesalem qui va pouvoir préciser aussi un point qu'il n'a pas pu dire dans son exposé précédent. Deux, voilà, c'est ça, David. Oui, dans le dispositif tout à l'heure, je vous ai passé un certain nombre de points d'étape. Et je vais m'arrêter sur deux points très importants. Le premier point important, c'est l'injonction thérapeutique ou la prescription. Alors, généralement, comme je suis dans cette perspective de travailler sur les besoins, je ne fais, il m'arrive de faire des prescriptions. Généralement, les prescriptions sont rares. J'utilise plutôt ce que j'appelle l'inter-injonction ou l'auto-injonction. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui, à partir de leurs besoins, demandent aux autres une certaine reconnaissance de ces besoins selon certaines modalités relationnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la jeune fille. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu désires? Le terme sera choisi en fonction du contexte, que ta mère fasse ou ne fasse pas pour que tu te sentes aimé par elle. Et puis après, cette demande, on va demander à celui qui reçoit la demande quel effort il peut consentir pour répondre à ses besoins. Sachant pertinemment que la question du besoin, elle est beaucoup plus possible dans les liens intergénérationnels qu'au niveau des liens intragénérationnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un mari de répondre à tous les besoins de sa femme. Il y a des besoins auxquels il peut répondre, et puis il y a des besoins qu'il doit seulement reconnaître. Et peut-être, pourquoi pas, permettre, donner la possibilité à l'autre de pouvoir satisfaire ses propres besoins. Donc, on ne va pas imaginer qu'on peut organiser tout à partir des besoins. Il faudrait que tout le monde participe à la réalisation des besoins des autres. Par contre, pour les enfants, il y a énormément de besoins vitaux par rapport auxquels les parents peuvent répondre. Et donc là, on peut plus facilement travailler sur ces notions de besoins. Ça, c'est le premier point qui est très important. Donc, du coup, c'est plus facile de dire à madame, qu'est-ce que vous demandez à monsieur qu'il fasse pour qu'il vous fasse ou qu'il ne fasse pas pour que vous vous sentez reconnu dans la famille. Eh bien, qu'il me donne, par exemple, qu'il me donne droit d'accès, par exemple, au compte, qu'il me fasse participer à toutes les opérations qu'il fait. Des choses simples des fois, hein, comme vous le savez, c'est les conflits de couple, généralement, ça tourne autour de l'emplacement de l'éponge. Voilà, pourquoi tu as lavé et tu n'as pas égoutté. Voilà, pourquoi tu as fourré, pourquoi tu n'as pas fermé convenablement le sachet dans lequel il y a du pain. Enfin, généralement, c'est des bêtises. Hein,
Mais ça cache autre chose qui est beaucoup plus fondamental, qui est qu'il y a quelque chose du côté du lien qui est en train de s'effriter et qui apparaît à travers la relation, hein, qui transparaît à travers la relation. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important. Le deuxième point, donc du coup, je ne suis pas rarement dans la prescription, je suis plutôt dans l'inter-injonction ou l'auto-injonction, etc. Le deuxième point qui me semble important, c'est celui de l'évaluation. Comment peut-on évaluer le travail qu'on fait sur 5, 6, 7, 8 séances? Donc nous avons toujours utilisé des outils d'évaluation, hein, peut-être parce que le côté universitaire, et je suis dans un labo qui veut absolument voilà, l'administration de la preuve, sinon il m'expulse. Donc du coup, j'administre la preuve. Et donc, nous avons des outils d'évaluation, et dans un temps 1, dans ce qu'on appelle le temps 1 et le temps 2. Et nous avons des outils d'évaluation que nous avons adaptés à la situation. Et donc, à la fin donc, en début de séance, la famille est reçue donc, dans une salle où plusieurs membres de la famille répondent à une adaptation donc, du FACE 4 que vous connaissez peut-être, hein, le FACE 4 de Olson. Donc, c'est un questionnaire qui donne une idée sur la cohésion familiale, la flexibilité familiale, la communication dans la famille, etc., etc. Nous faisons aussi, dans la mesure du possible, the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale. Donc, ça, c'est une autre version donc, du FACE. Nous avons aussi un outil très intéressant que vous connaissez. C'est une nouvelle adaptation du FAST. C'est la saga. Et donc, c'est un outil qui est intéressant, qu'on peut aussi, à travers le jeu d'ailleurs, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de jeu, on peut l'utiliser avant et on peut l'utiliser après. Donc, on peut l'utiliser avant une séance et on peut l'utiliser après une séance. Alors, nous avons toujours un témoin après la séance. Et le témoin, c'est quelqu'un qui va rester quelques minutes avec la famille et il a une grille donc, de questionnaires et il va lui demander, sur un certain nombre de points, comment s'était passée la consultation. Voilà, donc alors ça permet d'avoir une idée sur un peu où on va. Est-ce qu'on apporte un petit quelque chose? Enfin, est-ce que la séance a apporté un petit quelque chose à la famille? Et comme je vous disais tout à l'heure, chaque séance doit être une finalité pour elle-même. L'idée, c'est qu'à la fin de la séance, on parte avec le maximum d'optimisme hein, dans le fonctionnement familial. C'est-à-dire qu'on fait un peu pendant la séance, on peut repérer les éléments de changement pendant la séance, on les connote positivement et on se donne les moyens de les vérifier pour une post-séance hein, qui peut arriver s'il n'y a pas d'autres séances, par exemple. Mais s'il y a d'autres séances, on reçoit la famille et on va évaluer un tout petit peu ce qu'on a repéré comme élément de changement pendant la séance précédente. Voilà.